Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oh, le RN, est-ce que c'est lui qui fait la loi? Cette loi immigration qui a été un vrai psychodrame à l'Assemblée hier soir. On va en parler avec notre invité Dominique Chagnolot, président du Cercle des constitutionnalistes. Bonjour, bonjour Monsieur Chagnolot. Première question, c'est quand même quelque chose d'assez étrange d'avoir hier le ministre Darmanin à la tribune de l'Assemblée expliquer que cette loi était peut-être pas vraiment dans les clous, que le Conseil constitutionnel fera le ménage, mais qu'elle est passée et qu'il était content. Soyez des amateurs, soyez fiers, c'est ce qu'on doit retenir de la séquence législative qu'on a vue ces derniers jours. Moi j'avais le sentiment d'un ministre qui avait le dos au mur, acculé par sa majorité, les menaces d'émission, et puis surtout ce qui est le plus ahurissant personnellement, c'est que le Premier ministre ou la Première ministre explique ce matin qu'elle savait ou elle sait qu'un certain nombre de dispositions du projet de loi qu'elle défend sont inconstitutionnelles. Ça me paraît absolument sidérant. Oui. Mais je crois que c'est une première. Bon, ça permettra de rajouter dans les manuels une petite phrase. Mais je trouve ça absolument sidérant qu'un Premier ministre avoue que le texte qu'il défend avoue. Et non, ce fait que c'est absolument incroyable. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu de la précipitation? Parce qu'il fallait absolument passer ce texte avant Noël? Enfin, comment on en arrive à ça? Si vous voulez, il est assez fréquent que... D'abord, depuis Michel Rocard, les gouvernements, en principe, font ce qu'on appelle une veille de constitutionnalité et s'attachent à vérifier qu'il n'y ait pas de gros points inconstitutionnels, de gros points. Mais d'autre part, il arrive aussi souvent qu'ils laissent passer des points constitutionnels, comme ça, en sachant que ce sera censuré, comme ça ils sont tranquilles, alors ils laissent leur majorité s'exciter, etc. Et puis, non. Mais là, c'est quand même une censure qui s'annonce plus importante. Et ce qui est quand même assez sidérant, c'est de faire voter un texte dans le cas d'une négociation entre une commission mixte paritaire dans une commission, mais surtout entre le Premier ministre finalement et le groupe LR et la majorité, en lâchant un certain nombre de dispositions dont on sait qu'elles sont inconstitutionnelles. C'est une situation que je trouve, en tout cas, originale. Alors, sinon ubuesque. Qu'est-ce qui va poser problème dans ce texte, en fait? Quels sont les points Alors, je commencerai par la question toute simple, c'est que et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes liés par la Convention européenne des droits de l'homme, mais par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est pourquoi les Républicains voulaient modifier la Constitution. Alors, toutes les dispositions relatives au regroupement familial risquent je dis bien risque, de poser un problème. Tout ce qui concerne le droit d'asile, tout ce qui concerne le droit au recours, d'une façon très large pour les travailleurs en situation régulière. Alors, il y a un point qu'on entend, tout ce qui est rupture d'égalité entre les étrangers et les Français, qui ne serait pas fondé sur un critère d'intérêt général. Les allocations familiales sont déjà différenciées par rapport aux étrangers, mais il faut que ce soit fondé sur un critère, un motif d'intérêt général suffisant qu'apprécie souverainement le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi je suis un peu réservé quand j'entends dire que c'est la préférence nationale qui a gagné. Non, c'est un système de discrimination. Simplement, est-ce que ces discriminations porte atteinte au principe d'égalité suffisamment? Alors là, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est une forme de préférence nationale, mais pour l'instant, ça me paraît pas un argument dirimant. Mais tout le reste, ce qui est vrai, c'est que le Conseil constitutionnel accorde une protection constitutionnelle aux étrangers pour des raisons conventionnelles, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice aussi, mais aussi pour des raisons propres à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Oui, mais alors, ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre de la déclaration politique ce matin et hier soir est du domaine de la fable. C'est-à-dire, je ferai un peu le parallèle, pas complètement, je pense qu'il y a quand même pas mal de mesures qui sont sauvées, ça on peut pas faire de projection, mais je ferai un parallèle plus modeste avec la réforme des retraites. Vous vous souvenez, l'index senior, tout ce qu'on a rajouté pour faire plaisir à la droite, ou par plaisir à la gauche, je sais pas qui d'ailleurs, plutôt à la droite d'ailleurs, et puis finalement on savait que ces mesures seront censurées. Là, c'est cette formule, mais version XXL si vous voulez, c'est-à-dire que on sait très bien que des mesures sont parfaitement inconstitutionnelles, mais en même temps ça laisse le champ à ceux qui prétendent qu'il faut réviser la Constitution. Il faut faire attention à ce jeu, parce que
les LR ou le Front National, mais surtout les LR auront beau dire, écoutez, on vous a proposé en fait des mesures qui étaient inconstitutionnelles, mais on ne le savait pas, mais il faut quand même réviser la Constitution. On a l'impression que oui, la Constitution, on voudrait faire entrer beaucoup de choses dedans ces derniers temps. Est-ce que on vit une fin de cinquième avec tous ces 49.3, la commission mixte parlementaire, une minorité présidentielle sans cohabitation? Est-ce qu'il y a un retour des partis Alors, moi j'entends dire depuis hier, ça c'est un sujet, un thème à la mode, que nous sommes sous la 4e République. Faut être sérieux. En 1958, quand le général de Gaulle a pris le pouvoir, c'était Michel Debré qui était Premier ministre, il n'avait pas de majorité. Il fonctionnait sur des majorités d'idées. Il utilisait l'article 49.3 très peu, je crois 3 fois, et sur la dissuasion nucléaire. Vous voyez, c'était quand même d'autres sujets, le budget bien sûr. Bon. Donc, il n'était pas limité à l'époque, le 49.3. Aujourd'hui, il est limité une fois par session, depuis la réforme Balladur, à laquelle j'étais modestement associé. Non, le problème, il est très simple, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue, et que les moyens du parlementarisme rationalisé sont limités par l'usage de l'article 49.3 une fois par session. Donc, sur le budget, elle peut faire tout. Le Premier ministre l'a utilisé énormément pour faire passer son texte. Mais à un moment donné, le fait de ne pas avoir de majorité absolue crée une difficulté politique majeure, surtout sur un sujet où on avait voulu concilier l'inconciliable, l'irréconciliable. On est passé d'un texte qui était, j'allais dire, centriste, centrant, à un texte qui est beaucoup plus à droite, au fur et à mesure que les heures passent, ce qui est quand même assez particulier. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui se joue aussi dans cette crise politique, c'est peut-être une recomposition politique, le en même temps macroniste qui trouve sa fin. Finalement, on peut pas être et de gauche et de droite. Là, c'est une mesure, un texte qui demande justement un corpus idéologique particulier. Vous savez, on n'en est pas quand même à l'époque des frondeurs. D'ailleurs, j'entends parler de la déchéance de nationalité. On nous dit c'est scandaleux. Enfin, c'est quand même François Hollande qui avait proposé de réviser la Constitution sur ce sujet. Voilà un point justement qui risque aussi de poser des difficultés constitutionnelles. Je crois que le problème, c'est de trouver une majorité politique sur un projet de loi. Or, ce texte avait un certain équilibre qui permettait probablement d'aboutir à un vote majoritaire, mais avec une majorité relative. Là, le fait de l'avoir alourdi à droite a privé le gouvernement d'une partie des voix de sa gauche, si vous voulez. Mais je crois que c'est plus un problème général de cohérence idéologique, c'est-à-dire il ne sait pas très bien où est son centre de gravité, le macronisme. Et après ça, c'est des analyses politiques qui me dépassent. Sans être là, le centre de gravité, c'est quand même la question de constitution, le fait de vouloir passer absolument un texte en essayant de faire plaisir aux uns et aux autres, et finalement en se tirant une balle dans le pied. Enfin, on voit le ministre de l'Intérieur totalement, comme vous le disiez, acculé, une première ministre qui défend finalement un texte qui ne va pas être entier mais censuré, et puis des ministres qui démissionnent quand même. Oui, là c'est quand même un peu embêtant. Alors, pour l'article 49.3, il faut savoir qu'il y a un débat qui n'a pas tranché le Conseil constitutionnel, c'est que on ne sait pas si le gouvernement avait le droit d'utiliser à nouveau l'article 49.3, puisqu'il avait utilisé hors projet de loi de finances récemment. Donc il y a un doute. Donc peut-être c'est dans le cadre de ce doute qu'il n'a pas utilisé l'article 49.3. Mais c'est vrai que le 49.3 c'est pas une politique à soi seule. Donc la conjonction des oppositions fait qu'on a abouti à cette motion de rejet. Et c'était assez inédit parce que la dernière motion de rejet, elle était dans les années 90. Oui, c'était sur le Pacs. Ouais. C'était sur le Pacs. C'est une procédure. D'ailleurs, on a beaucoup critiqué. C'est une forme de censure sans être une censure. Vous savez, il est arrivé quelques fois sous la Ve République, sous Rocard d'ailleurs, sous gouvernement Rocard et Bérégovoy, surtout d'ailleurs, une fois que les communistes joignent leur voix aux Chiraciens sur l'agriculture pour faire tomber le gouvernement. Donc ce n'est pas, pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Il n'y a pas de majorité, pour l'instant, totalement de substitution, c'est évident, en tout cas complète, pour faire chuter le gouvernement, pour l'instant. Parce que si on reporte le scrutin de la motion à la motion de censure, le vote fait que le gouvernement serait tombé. Là, c'est pas le cas encore. Alors combien de temps va-t-il durer ? Ça peut durer comme ça des années. Oui. On peut avoir des gouvernements un peu là pour le coup style 4e République dans l'immobilisme. Après il y aura le débat sur la fin de vie. Alors on va changer. Après il y aura le débat sur l'interruption volontaire de grossesse où là il y aura un consensus probablement assez certain puisqu'au fond l'interruption volontaire de grossesse ne bénéficie à ce stade aujourd'hui que d'une protection législative. Donc on peut dire, après tout, pourquoi pas, de donner une protection constitutionnelle, même si
on s'inquiète des États-Unis, ce qui est absurde. Ouais, hein. Mais bon, il faudrait qu'il y ait 3 renouvellements successifs du Conseil constitutionnel avec quasiment un commando anti-IVG au Conseil constitutionnel qui ferait changer la jurisprudence. Mais bon, ça me paraît invraisemblable, mais on ne sait jamais, et le pire est toujours à prévoir. Bon, alors le pire à prévoir, on a avec nous en ligne Emma, qui en Seine-et-Marne, qui est à l'antenne. Bonjour Emma. Oui, bonjour Alexis. Alors j'avais une question pour votre invité. Je me posais la question en fait de tout ce psychodrame franco-français quant à cette loi et ses rebondissements. Quel intérêt cela présente-t-il réellement dans la mesure où hier l'Union européenne célébrait la journée des migrations et de l'apport des migrants aux sociétés européennes. Et puis il me semble que traîne également au Parlement européen une loi qui vise à imposer totalement la primauté des décisions européennes sur les législations et constitutions locales. Voilà, donc oui, le rôle de la législation européenne par rapport à ce que décident nos députés finalement dans l'Assemblée, est-ce que ça compte et qui a la primauté? Merci Emma. Alors, en fait, ce qu'on appelle les directives, c'est-à-dire qui sont des formes de lois européennes qui doivent être transposées dans l'ordre juridique national de chacun des pays, c'est une obligation qui est constitutionnelle, ce qui a été transcrite par la Constitution lors de la révision du traité de Maastricht. Et ces directives, faut pas imaginer qu'elles tombent du ciel. En fait, elles sont négociées par les États. Ça veut dire que la France négocie et donne son accord à ces directives avant de les transposer. Le Conseil constitutionnel a inventé une jurisprudence il y a quelques années qui était très intelligente, c'est de dire, la France est obligée de transposer dans l'ordre national juridique français ces directives européennes, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à ce qu'on appelle l'identité constitutionnelle de la France, c'est-à-dire des principes fondamentaux comme le principe d'égalité, le principe de laïcité, par exemple, dont on a parlé beaucoup il y a quelque temps à propos des fêtes religieuses. Et donc là, dans ces cas-là, il y a un conflit, un vrai conflit, mais enfin bon, entre la juridiction constitutionnelle française et les instances juridictionnelles européennes, y compris d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme d'ailleurs. On pourrait imaginer ça. Alors, est-ce que c'est une menace atomique, si vous voulez, c'est que, voilà. Donc, ces directives, elles sont transmises, elles sont transcrites de droit, la France doit les respecter, elles sont contrôlées par le Conseil constitutionnel, avec cette réserve de l'identité constitutionnelle de la France, qui fonctionne assez bien, puisque c'est la menace de dire, écoutez, ne touchez pas à nos principes, sinon, c'est la guerre. Donc voilà. Alors après, en matière d'immigration, là aussi, ça pose plus largement le problème de savoir si la France souhaite rester dans le cadre des traités européens, voilà, ou pas. Et là, il y a un clivage droite-gauche, ou je ne sais pas, plutôt... souverainiste et autres. Oui, souverainiste et non souverainiste, je dirais, qui est le vrai clivage aujourd'hui, en réalité. Parce que, qu'est-ce que peuvent comprendre les Français à cette histoire de commission mixte paritaire, à ces voitures qui tournent autour de Matignon, qui repartent, etc. Enfin, c'est-à-dire là, pour le coup, on y voit un peu des tractations politiques. On a l'impression que c'est tu me donnes ça et j'ai ça. Et finalement, les gens ne savent plus très bien ce qu'il y a dans ce texte. Et d'ailleurs, ils en le sauront encore moins lorsque le texte sortira du Conseil constitutionnel. Donc, le vrai débat est un débat au sens propre constitutionnel, c'est-à-dire entre ceux qui sont partisans de la révision des traités, ceux qui sont partisans d'inscrire les questions de société, notion très vague d'ailleurs, dans la Constitution, et ceux qui sont contre. Et donc on l'a bien vu d'ailleurs, le vrai débat c'est celui-là. Au-delà des mesures qui peuvent être prises pour contenir ou maîtriser l'immigration dans le texte actuellement en souffrance. Oui, mais il y a toujours cette question européenne avec le pacte des migrations au niveau européen sur l'acceptation des réfugiés, c'est-à-dire des demandeurs d'asile. Oui, ça prouve bien une chose, c'est que nous ne sommes pas maîtres complètement de notre politique d'immigration. Alors on peut s'en réjouir en étant pro-européen, on peut ne pas s'en féliciter. C'est le problème que M. Darmanin a rencontré avec la décision du Conseil d'État sur cette personne qui avait été expulsée, qu'on doit rapatrier à nos frais. Le Conseil d'État fait son travail, c'est-à-dire il applique le traité et la Convention européenne des droits de l'homme, enfin les normes européennes, qui ont la primauté sur la loi, pas sur la Constitution. Mais dans le cas d'espèce, les juridictions françaises, plus encore d'ailleurs le Conseil constitutionnel, applique cette primauté. Et c'est ça la difficulté ou pas la difficulté. C'est vraiment un débat qui révèle un débat beaucoup plus large en réalité. Oui, le vrai débat c'est celui-là. Qui fait la loi. C'est exactement sur la souveraineté de la France en matière de législation.
Et en termes de politique française, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron peut tenir encore comme ça pendant 3 ans maintenant, parce qu'on est en 2024 jusqu'en 2027? Vous savez, je connais pas personnellement, mais il faut se mettre dans la j'allais dire, d'un peau d'un chef d'État. Bon, il est là, il y reste, sauf à engager un référendum, ce qu'il a toujours évité de faire, préférant une forme de démocratie participative avec tous ces différentes manifestations comme la convention sur le climat, etc. Mais d'après ce qu'on voit, on ne voit pas du tout engager sa responsabilité comme le général de Gaulle. Donc il a tous les moyens constitutionnels pour durer, changer de gouvernement, éventuellement dissoudre, ce qui serait peut-être pas forcément une très bonne idée à la suite des événements présents, et puis gouverner un peu comme on faisait sous la 4e République, c'est-à-dire, ou même d'ailleurs dans les débuts de la 5e, avec des majorités d'idées. On a parlé de l'interruption volontaire de grossesse, qui est un sujet plus grave et constitutionnel. La fin de vie, est-ce qu'on peut discuter, trouver des majorités sur la fin de vie? C'est un sujet absolument épouvantable quand on y réfléchit sur les concessions qu'on va faire à tel ou tel pour satisfaire une majorité, et ainsi de suite. Voilà, on peut durer comme ça pendant ou ne rien faire. Ouais, ou ne rien faire. Ben, on va voir ce qui en sera, et peut-être un remaniement ou une dissolution ou rien. En tout cas, merci beaucoup Dominique Chagnollaud d'avoir été notre invité. Vous êtes président du Cercle des constitutionnalistes, pour nous donner un éclairage un peu sur cette loi immigration qui pose beaucoup de questions. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va parler Europe et vaccins avec la députée identité au Parlement européen, Virginie Joron, qui sera avec nous. Et puis vous aurez la parole au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.